On est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours Thomas Grébine, Gilles Raveau, Ludovic de Sauté. Il se passe beaucoup de choses pendant la coupure pub sur ce plateau et des discussions sur l'automobile notamment. Je veux qu'on en touche un mot quand même avec ce chiffre, Ludovic de Sauté, très inquiétant. Nous, ce qu'on constate, c'est que chaque jour, là, depuis quasiment début septembre, on a 1 à 2 sous-traitants qui chaque jour soit ferment, soit annoncent un plan social. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de la fermeture en chômage technique de Poissy pour 3 semaines. Mulhouse qui a été annoncé par Stellantis qui fait une fermeture de l'ordre d'une semaine. On peut en craindre d'autres parce que vu la plupart des chaînes de production actuellement en France tournent environ à moins de 50% de leur capacité. Donc, extrêmement faible. Voilà. Donc derrière, ça veut dire que c'est tout un écosystème sur lequel on a des acteurs de haut niveau en France. Il y a des compétences techniques, des savoir-faire et même des acteurs de poids. On peut craindre aujourd'hui, et ça peut être, Raphaël, vous le disiez tout à l'heure, ça peut être un élément assez fort dans la présidentielle qui se décide en 2027, que l'écosystème automobile européen, puisque l'Allemagne aussi est touchée en profondeur, mais là la France commence à être touchée, qu'on a une perte d'industrie telle qu'on l'a connue dans d'autres industries on va dire, depuis 30 ans en Europe. Et là, c'est autour de l'automobile. Et derrière, oui, Thomas Grébine, c'est beaucoup de sujets politiques et sociaux. Ouais, et puis l'automobile, c'est 14 millions de travailleurs au niveau européen, donc c'est majeur, c'est colossal. Et puis derrière l'automobile, comme vous le dites, il y a les sous-traitants, et puis il y a tout un certain nombre de secteurs. Quand vous voyez la percée, par exemple, des Chinois dans la machine-outil, encore il y a 5 ans, ça paraissait inconcevable pour les Allemands que les Chinois pourraient concurrencer dans la machine-outil. Or, ce que vous voyez, les chiffres des dernières années, c'est que vous voyez l'explosion des exportations chinoises de machines-outils, et vous voyez la baisse des importations chinoises en provenance d'Allemagne de machines-outils. Donc vous voyez ce qui s'est passé sur l'automobile et ce qui se passe maintenant, même sur la chimie, sur la pharmacie, même dans le nucléaire, aujourd'hui, la Chine est 40% moins chère et devient compétitive. C'est-à-dire que des secteurs qui nous paraissaient encore il y a 5 ans, on aurait dit non, mais c'est impossible. Là, on voit qu'ils deviennent concurrentiels. Et de nouveau, il y avait tout un discours ces dernières années, l'Europe va être à la pointe sur les industries vertes. Qu'est-ce qu'on observe sur les industries vertes? C'est peut-être là où on a le plus de recul, et la Chine a plus de 70% de part de marché dans pratiquement toutes les industries vertes. Donc je pense que là, vraiment, Mario Draghi l'a dit à plusieurs reprises, mais je pense que c'est vraiment le moment d'un réveil européen, parce que sinon, en effet, en 2027... et dans les années qui viennent, ça va être très, très, très compliqué pour nos tissus économiques. 1000 milliards d'excédents commerciaux de la Chine en 2024. C'est 20% de plus attendu en 2025. 1200 milliards. C'est un rouleau compresseur absolument terrible. Gilles Raveau, et vous disiez que ça a des conséquences en termes de finances publiques. Oui, évidemment. c'est ça. Enfin, des conséquences sur la vie quotidienne des gens, puisque la ville de Schöning en Allemagne, la ville Audi, qui est une ville de 140 000 habitants où il y a 40 000 personnes qui travaillent pour Audi et qui donc vit, comme il y a eu des villes EDF en France, autour des centrales nucléaires, donc qui vit de la vie du constructeur. Là, le maire a annoncé que, je ne connais pas le budget total de la municipalité, mais par rapport à l'année dernière, il va lui manquer 100 millions d'euros de recettes budgétaires, et donc il annonce déjà que des rénovations d'écoles qui étaient prévues sont supprimées, etc. Enfin, c'est du délire, juste un ordre de grandeur fou. Aujourd'hui, la Chine produit le tiers du monde. C'est-à-dire qu'une chose sur 3 faites dans le monde est en Chine, et les projections actuelles pour 2040, c'est la moitié. C'est 40%. Non, je crois que c'est la moitié, 40%. Bon, bref. Mais déjà aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai un peu honte quand même collectivement. Moi, ce n'est pas mon domaine de recherche spécialement. On se réveille beaucoup trop tard sur la Chine. Et là, juste pour poser le problème de façon une dernière fois, la seule solution, évidemment, ce que fait Trump, c'est le protectionnisme. Le protectionnisme, ça veut dire que les voitures chinoises sont plus chères pour inciter les gens en Europe à... En fait, c'est ça le protectionnisme, c'est je modifie le choix des consommateurs en jouant sur la structure des prix pour acheter. Petit problème, le pouvoir d'achat n'augmente pas. Donc comment, voilà, c'est ça la quadrature de cercle. Si ça touche des pans entiers de l'industrie, vous allez être en difficulté, puisque vous allez devoir mettre des barrières, pas seulement sur l'automobile, mais sur les autres secteurs. Et c'est le consommateur qui paye ça va surenchérir les coûts de production, et ça va être un coût pour le consommateur. Ce que dit Thomas est important, et c'est un peu le piège, on va dire, des économies qui doivent se recomposer. C'est comme les entreprises, c'est-à-dire que c'est la différence entre une start-up et une multinationale installée, c'est la capacité à faire des virages rapidement ou pas. Et là, l'économie européenne,
est prise un peu à son piège. C'est pas parce qu'on a le Minitel qu'on réussit Internet, c'est pas parce qu'on a le TGV qu'on est numéro 1 dans le ferroviaire, c'est pas parce qu'on a Ariane Espace qu'on a Elon Musk, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on le voit, et c'est pas parce qu'on a Airbus qu'on va rester indéfiniment roi de l'aéronautique. La France et l'Europe étaient un pays, la zone, on va dire, nourricière en termes d'industrie automobile et de savoir-faire. On n'a pas réussi, et honnêtement, le problème n'est pas qu'à Bruxelles avec l'échéance 2035. C'est cette industrie n'a pas réussi à faire un virage, n'a peut-être pas été suffisamment accompagnée par l'État. Il y a des ruptures technologiques majeures sur la batterie qu'on a ratées. Honnêtement, on l'a raté. On n'a pas su l'opérer, on n'a pas ce savoir-faire. Le problème, c'est que ça se répète et qu'aujourd'hui, alors on va boucler, c'est-à-dire que cette bataille, j'allais dire, sur l'innovation, sur les technologies qui vont faire l'économie de demain, elle passe par des investissements, puis elle passe aussi par des talents. Et si ces talents s'en vont, eh ben, tout devient compliqué. Alors oui, on peut organiser à la Sorbonne, au moment où les scientifiques américains se disent « je vais quitter ce pays pour faire venir 5 professeurs, rejoindre l'INSERM ou autre ». Mais derrière, en fait, c'est des milliers de compétences qui partent sur l'intelligence artificielle, en ingénierie et tout ça. Et c'est une réalité aussi. Une transition parfaite. Merci Ludovic. Sur cette étude du Syntec qui a été publiée hier sur la fuite des cerveaux, une hémorragie continue et silencieuse, nous dit le Syntec Gilles Raveau. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que la compétitivité coût qui se dégrade en Europe et en France. Il y a aussi nos talents, la compétitivité hors coût. Alors moi, j'ai eu la grande chance d'enseigner aux États-Unis pendant 2 ans. Et il y a un moment, il faut quand même qu'on soit un peu cohérent. C'est génial, la mobilité des gens. C'est-à-dire que là, on est vraiment au cœur quand même des bêtises qui sont dites par nos gouvernants. Nous, dans l'enseignement supérieur, déjà quand je faisais ma thèse, on nous expliquait qu'il y a des projets de recherche européens. C'est la moindre chose d'aller faire un postdoc à l'étranger. Et c'est génial. Et cette circulation des esprits, des cerveaux, elle est fantastique. Donc, à un moment, on ne peut pas supprimer toutes les barrières, nous expliquer que si vous aimez la France, vous êtes un plouc, qu'il faut raisonner au niveau européen, mondial. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On ne va quand même pas en vouloir. Alors déjà, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Par exemple, Gabriel Zucman, pour prendre un exemple au hasard, qui était dans une des meilleures universités du monde et qui est revenu travailler en France. Bon, tout ça, c'est fantastique. Mais effectivement, voilà, alors je ne sais pas comment vous faites. Donc c'est une question de mobilité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme... En fait, tu comprends tous les problèmes du mauvais bout. Que de fuite des talents. Non, oui, mais je veux dire, c'est que c'est... Pourquoi est-ce qu'ils partent ? Évidemment, c'est que c'est la poule et l'œuf, mais encore une fois, le constat ici, c'est des rares endroits en France où les choses sont dites clairement, je ne sais pas comment vous faites pour tenir tous les jours, Raphaël, mais effectivement, en France en particulier, on a des finances publiques qui sont désastreuses et un système productif dont le cœur est en train de s'effondrer. Voilà, c'est ça. Et donc après, les gens partent, c'est des conséquences de tout ça. Mais ces 2 problèmes-là, il va falloir commencer déjà à bien les connaître et à chercher des vraies solutions. Bon courage pour trouver des solutions. Mais tout le reste, c'est un peu du blabla par rapport à ça. Oui, ça découle de ça. Il va falloir trouver des solutions. Mais pourquoi ils partent ? D'abord, on écoute Laurent Giovacchini, le président du Syntec, qui nous donne un peu les causes de ces départs. On l'écoute. On a des impôts, on a des règles strictes. Et puis, nos rémunérations nettes ne sont pas au niveau de ce qu'on peut trouver en Suisse, de l'autre côté de la frontière. Je ne parle même pas des États-Unis. Donc, on est peut-être sur un point de bascule. Et le fameux 10% d'écoles d'ingénieurs, 15% d'écoles commerciales qui s'expatrient, va peut-être, malheureusement, si on y prend garde, si on ne prend pas les bonnes mesures pour renforcer l'attractivité de notre pays, ce chiffre assez stable risque de s'accroître. Voilà, impôts, pouvoir d'achat, on reboucle avec les mêmes sujets, finalement, et les mêmes mots, Thomas Grébin. Ouais, je pense que cette étude, elle est symptomatique des difficultés européennes. Pourquoi une partie des jeunes et les jeunes les plus qualifiés partent ? Parce qu'ils pensent qu'il y a des perspectives meilleures ailleurs. Je crois qu'il y a un chiffre dans l'étude qui pense que, de mémoire, 70% des jeunes interrogés pensent que la France ou l'Europe est en déclin. Donc ça aussi, de nouveau... C'est un peu ce qu'on dit ce matin, ceci dit, ils doivent écouter les experts, nos jeunes étudiants, je les invite, mais c'est un peu ce qu'on explique là quand même. Et il y a un chiffre, c'est quand vous reprenez les salaires des chercheurs, par exemple en France, ils sont 40% plus faibles que dans la moyenne de l'OCDE. Quand vous prenez par exemple des promos de Normal Sup spécialisés en maths il y a 15-20 ans, vous voyez que 90%
c'est un peu la crème de la crème d'un point de vue des chercheurs, ils sont à l'étranger aujourd'hui. Donc c'est aussi 80 à 90% de nos meilleurs matheux sont partis dans des promos. C'est un chiffre un peu anecdotique, mais qui donne aussi. Qui est révélateur. Qui est révélateur de. Après, c'est les meilleurs du monde. Maths sup maths, c'est vraiment les mecs sont dans les meilleurs du monde. C'est pas. On a envie de garder, Gilles Raveau. Oui, mais non, mais après, ça reboucle aussi sur la sécurité sociale. C'est que à mon époque, quand j'ai soutenu ma thèse, il y avait déjà des écarts de salaire, mais vous disiez, en France, j'ai les services publics, j'ai la qualité de vie. C'est déchirant de partir à l'étranger, c'est pas simple. Et en fait, ce qui se passe malheureusement, c'est que maintenant l'écart de salaire et surtout la progression salariale au cours de la carrière est devenu trop grand. Et en fait, c'est pour ça qu'on a bien fait de commencer avec l'étude de l'OFCE sur la productivité. Je voulais juste rappeler cette loi économique fondamentale très simple. Je l'ai vu avec mes étudiants avec une équation hier, c'est que la productivité détermine tout. C'est-à-dire que quand on nous dit que les salaires nets sont trop bas, une entreprise en fait ne peut pas décider de payer ses chercheurs 2 fois plus. Le salaire découle de la productivité. Et oui, qui stagne depuis très longtemps. Thomas Grébin, vous voulez réagir ? Ouais, en complément, on a parlé beaucoup de la protection sociale, et là je pense que malheureusement, c'est encore une raison de ce problème. C'est-à-dire que notre financement de la protection sociale, au fur et à mesure qu'on se désindustrialisait, en fait, on l'a orienté vers les secteurs abrités de la concurrence internationale. En gros, on a considéré que c'était plus facile de créer des emplois, ce qui est le cas statistiquement, mais au niveau du SMIC. Et donc, on a faible valeur ajoutée. On a ce système assez inédit dans les pays OCDE où une quasi-exonération des emplois au niveau du SMIC. Mais en faisant ça, on a l'impression que c'est indolore et que c'est une façon de créer de l'emploi à court terme. Mais en fait, vous modifiez votre structure de production. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous défavorisez relativement, par exemple, l'industrie. Donc, quand on parle, tout ce débat qu'on a eu ces derniers mois, ces dernières années sur les baisses de charges, les allègements de charges, et on dit, c'est quoi les allègements de charges qui permettent de créer le plus d'emplois ? Je pense qu'on prend aussi ce problème un peu par le mauvais bout de la lorgnette, parce que je pense que l'objectif à moyen terme, c'est pas seulement de créer plus d'emplois, c'est de créer des bons emplois dans les secteurs qui permettent de créer de la valeur. Et donc peut-être qu'il ne faut pas revenir sur le bandeau famille, parce que ça permet de payer... Le bandeau famille, on rappelle, c'est les quelques pourcentages qui restent encore... sur les plus bas salaires de financement de la sécurité sociale. Et peut-être qu'il faut avoir des allègements de charges au-dessus de 1,8 SMIC, comme ce qu'il y a par exemple en Allemagne où c'est dégressif, justement pour favoriser les salaires des ingénieurs. C'est ce que proposait Louis Gallois il y a plus de 10 ans maintenant. Et comme vous l'avez dit, la compétitivité, c'est pas seulement de la compétitivité coût, c'est aussi hors coût, c'est réussir à maintenir les talents, les ingénieurs sur notre territoire. Et ça, c'est très complémentaire à fait qu'on doit développer notre tissu productif. Et pour revenir sur l'étude du Syntec, je vais faire une image. Le marché du travail, c'est un peu comme le monde du football. C'est-à-dire, en fait, il y a des équipes qui attirent les talents. Non, mais honnêtement, c'est-à-dire que quand on est très bon matheux, pour reprendre ce que disait Gilles tout à l'heure, aujourd'hui, honnêtement, le meilleur écosystème... c'est évident, quoi. C'est évident. Même intellectuellement, mais même professionnellement, pour décoller, va être d'aller dans certains endroits, et puis, a priori, outre-Atlantique. C'est ça. Et voilà. Et quand on est un très bon joueur de foot, il y a des équipes qu'on a envie de rejoindre, et c'est pas aussi qu'une question de salaire, c'est aussi une question de niveau professionnel et de ça. Et c'est à ça qu'on est confronté. Et moi, l'étude du Syntec, là où elle m'alerte, c'est finalement, qu'est-ce que ces jeunes... Et je suis entièrement d'accord avec Gilles, la mobilité, c'est chouette, et tant mieux que ces jeunes aient envie de dévorer le monde et tout ça. Mais pour quelles raisons ils partent et quelle image ils laissent du vieux continent ? En gros, les charmes qu'ils laissent au vieux continent, c'est la protection sociale, c'est le cadre de vie et tout ça. Donc, ça nous met quand même sous cloche, ce regard. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que l'Europe est en train de devenir l'EHPAD du monde entier ? Non, mais c'est ça, en fait. Ce que dit Jean-Marc Daniel sur cette antenne régulièrement, qu'il faut se préparer à devenir un EHPAD géant. En fait, il nous laisse un peu notre cadre de vie, notre système de valeurs et tout ça, qui sont des éléments importants et sur lesquels on s'entend et qui font partie de notre culture, mais sur leur constat, Thomas le disait à l'instant, sur leur constat économique, politique et tout ça, c'est catastrophique. Ils sont tous à plus de 70% en disant que économiquement ça va pas, politiquement ça va pas. Enfin, c'est-à-dire que tous les débats qu'on a autour du budget avec Barnier, Bayrou, aujourd'hui le Cornu et tout ça, ils n'améliorent pas ce score-là et ils ne vont pas l'améliorer dans la prochaine vague Syntec l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, honnêtement, aujourd'hui vous travaillez dans l'intelligence artificielle, vous avez envie de travailler dans l'intelligence artificielle, soit vous avez vu Mistral et 2-3 boîtes en Europe, vous avez fait le tour du marché, honnêtement, point. Donc vous partez aux États-Unis. Bon, après, il y a des éléments, chaque génération est différente et ça sert un peu à rien de reparler du passé, mais je l'ai bien vécu comme professeur d'université. Notre pays en particulier, on s'est complètement
planté vis-à-vis de la jeunesse étudiante au moment du Covid. Et ça, c'est encore ces générations-là. C'est-à-dire c'est-à-dire que on n'a rien fait pour les étudiants. Moi, j'avais des étudiants qui ont respecté les règles. Ceux qui s'en sont mieux sortis, ceux qui n'ont pas respecté les règles, qui sont retournés dans les maisons de famille quand il y en avait chez papa, maman. Oui. Moi, j'ai des étudiants étrangers qui sont retrouvés bloqués dans leur chambre. C'est complètement dingue, à ne pas pouvoir sortir à cet âge-là, à pas pouvoir bouffer. On se rappelle des files d'attente et tout ça. Alors que objectivement, le risque sanitaire pour eux était extrêmement limité. Et il n'y a pas eu, ce qui aurait au moins dû avoir, un discours politique en disant oui, d'une certaine manière, on vous sacrifie pour les plus fragiles. Âgés, ouais. Pourquoi pas, mais qu'on le dise. Et au contraire. Et qu'on les remercie. Et qu'on les remercie. Et ça n'a toujours pas été fait. Et au contraire, on les a plutôt engueulés, etc. Et donc, quand on dit les jeunes ont le sentiment d'être. Oui, alors là, dans tous les indicateurs des politiques publiques en France, elles sont évidemment, pour des raisons électorales évidentes, totalement biaisées en faveur des personnes âgées. Ça a encore été dit récemment, il y a je ne sais plus quelle région, ils étaient tout contents, ils mettent en place un système de transport en commun. Et il y a une réduction pour les plus de 60 ans. Il faut arrêter ça. Ça n'est plus possible. Les plus de 60 ans... Mais la France vient de basculer cette année. Les plus de 50 ans sont majoritaires désormais. Et donc, ce sont des gens qui votent. Non, mais quand même, politiques j'ai regardé le chiffre à un moment donné, on n'est pas si vieux. L'âge médian en France, vous savez combien c'est? L'âge médian? C'est 42 ans. L'Italie, c'est 48. On n'est pas quand même un pays de vieux. Mais les réducs pour les plus de 60 ans qui vivent mieux que les jeunes, juste, il faut arrêter. Ça, c'est facile à faire. Enfin, je veux dire, c'est possible, vous voyez. Oui. Et ça, ce genre de signaux pour la jeunesse, voilà, il faut les envoyer aussi. Et avec une université qui, à l'époque, était en mode démerdentiel. Bah oui, il y avait voilà. le présentiel et Ouais, pour c'est assurer les ça, cours, donc, bon. c'était en mode démerdentiel. Ouais. Thomas Grébine, et puis on va dans, passer au dans shutdown. le sens de Gilles, c'est vrai que si on revient sur la page Covid, quand on a fermé les écoles, je me souviens mes enfants qu'on mettait des masques, des tout petits en CP qu'on mettait des masques, on n'a pas entendu beaucoup la presse, il y a eu un peu la société de pédiatrie qui s'est... dans les crèches. Mais enfin, on a donné des conditions à nos enfants qui étaient vraiment scandaleuses. On est le pays d'Europe qui a le moins fermé son école quand même. Il faut se souvenir des débats à l'époque, Emmanuel Macron poussant à la réouverture des écoles, et c'était très très discuté. C'est vrai, mais de nouveau, on a favorisé une partie de la population au détriment en grande partie des enfants qui étaient très peu touchés. Et donc ça, c'est aussi indicatif. On a parlé du financement de la protection sociale, des questions des retraites. Il y a quand même un moment où tous les sujets se recoupent. Juste pour avoir peut-être un message d'espoir, c'est que sur la recherche, on maintient malgré tout des formations d'excellence. On a des pôles d'excellence. Dans le classement du FT, on fait partie du top 10. Énorme. Et donc, c'est la même chose sur le niveau industriel, c'est qu'on a des atouts quand même importants au niveau européen. La question, c'est comment on fait pour les préserver, pour les développer? Et comment on fait face aux rouleaux compresseurs industriels chinois et technologiques, on veut dire, américains? Mais on a malgré tout des atouts, quoi. Ce dont on a l'impression, c'est qu'on ne prépare pas l'avenir, quoi. En un mot commençant. Non, mais ces centres de recherche, par exemple, autour de... les écoles de commerce sont devenues des centres de recherche aussi. Vous avez beaucoup d'étudiants étrangers. C'est-à-dire que la mobilité, c'est dans les deux sens. Autour de Polytechnique, à Saclay. Saclay, ça a mis beaucoup de mal à démarrer au milieu d'un champ de patates sans transport en commun. Quelle réussite aujourd'hui. Et là, maintenant, voilà, c'est une réelle réussite. Donc, évidemment, et on a une base industrielle. Encore, en fait, la France, et c'est vrai qu'il y a ce grand ratage des années 90, mais avant, on était à la pointe de l'innovation technologique. Le TGV, c'était une première mondiale. Airbus, c'est la France. Et donc, c'est vrai que ce qui est dommage, et là, je pense qu'il y a la microéconomie rejoint la macroéconomie, c'est qu'au début des années 90, c'est facile de dire après, on fait effectivement ce que vous avez dit, Thomas, cette énorme erreur, c'est la grande mode des emplois de service. Voilà. Et c'est là qu'on a tout raté, parce que les emplois de service, c'est des emplois où il n'y a pas de gain de productivité. Donc s'il n'y a pas de gain de productivité, il n'y a pas de carrière salariale, il n'y a pas d'augmentation du niveau de vie collectif, et les emplois de service, comme ils coûtent très cher parce que vous payez des êtres humains, on baisse les charges, entre guillemets. Donc, vous ne faites pas de productivité à long terme, et vous augmentez les coûts sociaux. Et alors qu'effectivement, c'était ce déni industriel de la France, tout le monde l'a dit maintenant, j'apporte rien de nouveau, mais il est fatal. Et donc, moi, c'est ce que encore j'ai dit à mes étudiants hier, parce qu'ils ne le savent pas, voilà, cette histoire de productivité qui paraît très ésotérique, c'est la base de tout. Et la productivité, c'est l'industrie. Il n'y a pas de gain de productivité majeur dans les services, sauf dans les nouvelles technologies rupture technologique qu'on n'a pas. Allez,